Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans ce 11e numéro d'iWeek saison 4. On est en direct en ce mercredi soir, il est 20h sur Watch TV, on est ensemble donc pour une heure à discuter de l'actu de l'écosystème Apple qui nous passionne. Et comme toutes les semaines, je ne suis pas seul autour de cette grande table de Watch TV. Je suis accompagné de quelques-uns des visages familiers d'iWeek que vous connaissez. Et j'ai beaucoup de plaisir à les retrouver, qu'ils soient dans le sud de la France ou à l'autre bout du monde. Je vais commencer par celui qui est le plus proche de la Méditerranée. C'est toi, Élie. Bonsoir, comment vas-tu ? Hello, bah écoute, encore grippé, hein, qu'est-ce que tu veux. Encore grippé ? Ouais, mais bon, la motivation à week était forte, donc vous avez réussi à m'arracher de mon lit où je me morfondais. Donc voilà. Bon, tu as ton thermomètre et ta bouillotte devant toi, c'est ça ? Pas loin. En tout cas, bon. Si jamais vous me voyez éternuer et tout ça, c'est... Voilà. Eh bien écoute, merci d'autant plus, Élie, d'être avec nous ce soir, puisque ça ne doit pas être évident de t'extirper de ton lit pour venir avec nous, mais c'est très sympa d'être là. Avec plaisir. Comme très très souvent. On va aussi dire bonjour à un autre méridional, mais on va plus être du côté de la côte atlantique. Et c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Écoute, ça va fort bien. Toujours ravi d'être avec vous en ce mardi soir. Ce mercredi soir, pardon. J'étais encore sur l'horaire de l'année passée. Ce mercredi soir. On va rappeler, Gilles, que tu es l'ancien directeur de la rédaction de Mac+, et tu es toi aussi une des figures de cet univers Mac à la française. Oui, j'ai fait ça pendant une petite douzaine d'années quand même. Oui, quand même. Enfin, je suis loin de représenter le pilier, le monolithe, le phare qu'est Élie pour la communauté Mac française, puisqu'il est là depuis le début, depuis la fondation de la filiale française d'Apple. C'est vrai. Nous sommes des petits jeunes comparés à Élie, je suis d'accord avec toi. Et on va aussi saluer donc un quatrième intervenant de ce soir. Lui, il est beaucoup plus loin, même si nous avons des origines communes. Il est à San Francisco et c'est toi, Jean-Christophe. Salut, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très bien, je suis ravi de vous retrouver. Eh ben nous aussi, en duplex de San Francisco comme très souvent, parce que tu vis là-bas. Exactement. Voilà, j'étais un peu en France à Noël, mais malheureusement nous nous sommes ratés. Et là, je suis rentré à San Francisco et impatient de parler de l'actualité des derniers jours avec vous. Eh ben justement, l'actu, il y en a de ton côté, évidemment. On est un petit peu partagé dans l'équipe entre ceux qui ont envie de parler de Trump et ceux qui préfèrent ne pas aborder le sujet. On va dire que Trump, ça n'est pas que de la politique, comme tu le disais très justement juste avant le début du générique, c'est aussi de l'économie. Oui, je pense. Je pense que, bon, alors, c'est un secret pour personne parce qu'on en a parlé lors des précédentes semaines. Je ne soutenais pas Trump et voilà, l'élection m'a pas fait plaisir. Maintenant, c'est un processus démocratique et c'est le président des États-Unis, point. Sauf que ces derniers jours et principalement ce week-end, on s'est aperçu, on est rentré dans le dur et les premières mesures qui ont été prises, qui étaient effectivement mentionnées pendant la campagne, ont un impact très net sur l'économie du pays, voire même l'économie du monde, compte tenu du fait que tout le monde utilise des produits américains aujourd'hui. Et l'intérêt d'en parler dans iWeek, c'est que l'univers high-tech dont on parle chaque semaine se bouge. Il y a eu des déclarations, notamment de Tim Cook, sur lesquelles on pourra revenir, qui nous concerne tous, indépendamment du fait qu'effectivement, ça soit une décision du président élu et démocratiquement élu des États-Unis. Et ben justement, peut-être on va peut-être démarrer par ça, hein, Jean-Christophe, c'est le plus simple puisque tu en parles. Okay. Avant de revenir vers toi à San Francisco, on peut peut-être demander un mot à Élie et à Gilles. Alors, pas tellement sur le fond
du décret de Trump sur l'immigration. On va rappeler qu'il a bloqué d'un instant à l'autre 7 nationalités d'entrée aux États-Unis, ce qui pose tout un tas de problèmes. Quel impact ça a, en tout cas pour vous, sur ce milieu qui s'est quand même nourri de l'immigration au fil des dernières décennies? Élie? Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'était une promesse de campagne, qu'il a tenu plutôt ce qu'il avait promis, donc ce n'était pas une surprise, et que la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au niveau politique, mais on ne parlera plus de politique après ça, il y a eu un sondage qui est paru sur NBC aujourd'hui qui dit que 57% des Américains sont d'accord avec la mesure. Donc, il a fait ce qu'il avait promis et les Américains sont d'accord. Maintenant, une élite est peut-être pas aussi d'accord que ça, et pour l'instant, l'impact, c'est encore trop tôt pour le dire. Je suis sûr que ça pose des problèmes qui seront probablement réglés. Jean-Christophe connaît des gens qui ont eu des problèmes, et comme il est sur place, je le crois sur parole. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'on en soit à paralyser l'économie américaine ou l'économie de la Silicon Valley parce qu'une centaine de personnes de Google n'a pas réussi à entrer aux États-Unis pour l'instant. De toute façon, les États-Unis sont un pays très légaliste. S'ils ont des green cards, des permis de travail et la possibilité de prouver qu'ils travaillent aux États-Unis, je pense qu'ils pourront rentrer sans trop de problème. Après, la mesure était un peu une surprise. Bon, ça se discute pas. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais oui, Élie, tu parles de ceux qui ont une green card. J'ai pas l'impression que la green card change quoi que ce soit, parce que c'est Google a bien dit à ses salariés des 7 pays concernés de ne pas quitter les États-Unis parce qu'ils ne pourraient pas revenir. Jean-Christophe? Jean-Christophe? Alors, oui, je suis là. Ouais. Une green card, c'est ça. C'est votre carte d'identité, c'est l'équivalent d'une carte d'identité américaine, c'est ce qui vaut en fait résidence permanente. Ça veut dire que on n'a pas la nationalité américaine, c'est l'étape précédente, mais on est considéré comme un habitant en titre et pendant au moins 10 ans, c'est renouvelable tous les 10 ans des États-Unis. Bon, en France, c'est moins sexy, on appelle ça une carte de séjour. Voilà. C'est ça. Mais je crois qu'il y a des droits supplémentaires sur la green card. On va pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je veux vous dire en vous la montrant, c'est que c'est un sésame. Il y a des gens qui mettent des années à l'avoir, et pour avoir cette carte, il faut être un citoyen honnête, il faut payer ses impôts, il faut faire tout ça. Et ensuite, on a le droit de travailler aux États-Unis pour n'importe quel employeur. Et donc, ces gens-là, encore une fois, n'ont pas de passeport américain, mais ont tous les autres droits. Le seul droit qui leur manque, c'est de voter. C'est-à-dire qu'ils payent des impôts aux États-Unis, comme tout citoyen américain, et comme les gens qui ont répondu au sondage dont on parlait il y a quelques minutes. Ces gens-là, jeudi de la semaine dernière, ils avaient le droit d'aller et venir comme ils voulaient aux États-Unis, sortir des États-Unis et revenir. Vendredi, dans la journée, à partir de vendredi, on leur a dit non, vous ne pouvez plus rentrer. Encore une fois, on parle des gens, on tourne Watch TV par Skype, donc vous voyez mon appartement, on parle des gens qui sont installés chez eux depuis des années, qui souvent sont propriétaires de leur maison, ont des enfants à l'école, enfin voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand on parle d'économie, il y a des gens à qui on dit, voilà, vous étiez légalement sur le sol américain depuis plusieurs années, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Oui, juste un mot avant de passer la parole à Gilles. Je vous montrais cet article du Monde qui recensait les entreprises de la Silicon Valley qui ont manifesté leur opposition, leur réaction à ce décret de Donald Trump. Tous les grands noms sont là, Google, Uber, Lyft, Facebook, Microsoft, LinkedIn, Apple, Tesla, Adobe, Mozilla, Twitter, Airbnb, Pinterest, Dropbox, Intel, Amazon. Il en manque pas beaucoup. Certains d'entre eux ont même proposé, alors j'ai pas trop compris la mécanique, mais d'employer volontairement des travailleurs étrangers, d'augmenter en
en gros leur quota de travailleurs étrangers sur les 5 prochaines années. Je crois que c'est le cas de Starbucks. Alors on sort du cadre de la high-tech, mais Airbnb, je crois, et Uber ont pris aussi ou Facebook, ce genre d'initiative, c'est ça? C'est intéressant parce que on parle de politique et de grandes entreprises et d'économie. Il faut savoir que le marketing ne perd jamais ses droits aux États-Unis, même dans un moment pareil. Et en l'occurrence, Uber a fait une gaffe, puisque les taxis new-yorkais, qui sont conduits souvent par des immigrants, c'est un secret de polichinelle, ont décidé de faire grève à la sortie de l'aéroport de New York en solidarité, en fait. Et Uber a communiqué immédiatement en disant, en gros, ne prenez pas le taxi, Uber est là. Donc Uber s'est fait accuser d'être un briseur de grève et un briseur de mouvement. Et du coup, les réseaux sociaux se sont emparés du phénomène en disant il faut quitter Uber, il faut prendre le concurrent, en fait, qu'on ne connaît pas en France, je crois, mais qui est bien implanté aux États-Unis, qui s'appelle Lyft, si. Lyft, et en disant et Lyft, justement, a fait une donation d'1 million à l'association de défense des libertés civiques au même moment. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la politique, l'économie et le marketing, comme toujours dans ce pays, s'entremêlent complètement. Apple, par exemple, par la voix de Tim Cook samedi, avait fait une réponse que certains, moi le premier, mais je dirais que ça a été pas mal dit dans la presse, ont jugé un peu tiède en disant on ne soutient pas cette réforme, point. Alors que Jeff Bezos d'Amazon a carrément donné de l'argent pour financer, parce qu'en fait il y a des procès en cours pour déclarer cette décision inconstitutionnelle. Et là, mardi, donc quelques jours plus tard, c'est ce que tu montres à l'antenne à l'instant, Tim Cook a repris la main en disant que non, Apple était vraiment concerné et qu'il faisait du lobbying au plus haut niveau pour essayer de faire changer les choses. Donc c'est intéressant d'en parler dans iWeek à ce niveau-là. Pardon, oui. Ah, on t'entend plus, Elie. T'as coupé ton micro. Ouais. Tu as dû couper ton micro. On t'a entendu et on t'entend plus. Pourtant, non. Ah, ça y est, c'est revenu. Bon. Non, je disais, dans la liste que tu as montrée tout à l'heure, Benjamin, tu as aussi le PDG de Tesla, que vous connaissez bien, Elon Musk, qui pourtant travaille dans l'administration actuelle et qui d'abord a dit « je ne soutiens pas cette mesure » et ensuite il a dit « bon, d'abord je veux que vous fassiez une opinion ». Donc il a publié dans son compte le texte intégral de la mesure que beaucoup n'ont pas lu. Et ensuite il a dit « écoutez, moi je travaille avec cette équipe, je veux améliorer cette mesure. Donnez-moi des arguments, donnez-moi des idées, car je parle tous les jours, ou en tout cas régulièrement avec le président, et je me fais fort de modifier cette mesure. » Donc il essaye d'améliorer les choses tout en étant contre par principe. Ouais. On n'est pas encore allé voir du côté de chez Gilles. Alors justement, comment est-ce que tu as pris cette décision de Trump, et notamment qu'est-ce qu'elle a comme sens du côté de chez Apple? Chez Apple, on est... Alors d'abord, Tim Cook, c'est pas Jeff Bezos, c'était Elon Musk, n'est pas le seul à avoir l'oreille de Trump, puisqu'il a dit lors de la fameuse réunion dont on avait parlé avec les mogols de la Silicon Valley, vous pouvez me téléphoner quand vous voulez, quand vous avez quelque chose à dire, que ça soit à moi ou à mes plus proches collaborateurs. Et c'est dans ce sens que Tim Cook dit qu'il a parlé avec un très haut niveau avec l'administration américaine. Pour moi, ça va à l'encontre des valeurs d'Apple sur lesquelles ils ont beaucoup insisté justement ces dernières semaines, qui est l'inclusion. L'inclusion à tous les niveaux, au niveau, quelle que soit la nationalité, la religion ou même le handicap. C'est vraiment quelque chose qui était implicite sous Steve et qui est maintenant revendiqué par Tim Cook, qui dit qu'ils ont besoin
des talents de tout, du monde entier et d'où qu'ils viennent. C'est vraiment l'excellence. Et c'est comme ça que fonctionne la Silicon Valley, quoi. Et les États-Unis, en général, San Francisco est la deuxième porte d'entrée, plus tournée vers le Pacifique. Mais c'est la deuxième porte d'entrée des États-Unis, également au niveau intérieur, puisque c'était la ville de la deuxième chance. Alors, pour aller plus loin, Gilles, Tim Cook parle de centaines d'employés d'Apple touchés par le décret de Donald Trump et menaçant même l'administration d'une contre-offensive. Alors, je ne sais pas à quel niveau, il faut taper directement au niveau de la Cour suprême, mais comme Trump est en train de nommer ses propres amis à vie à la tête de la Cour suprême, ça va devenir compliqué. Oh, ça se joue déjà au niveau fédéral. D'intention, Benjamin. Oh là 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 là. C'est pas vrai, Elie ? Non, attends, il ne faut pas déconner, il ne faut pas dire n'importe quoi. On arrête vraiment de discuter politique ou alors on fait une émission que là-dessus. On ne peut pas dire ça. Très bien, non, mais éclaire-moi. Est-ce qu'une action légale d'Apple a une chance de déboucher sur quelque chose ? Oui, et d'ailleurs... Ah, on t'a à nouveau perdu, il y a un faux contact de ton côté, Elie. Tu vas remettre tes AirPods, parce que ça marchait beaucoup mieux finalement. Je vais finir par les remettre. C'est ça. J'en ai pas. Alors, apporte-moi ta contradiction, je suis preneur. Bon, allez, comme on t'entend pas, on va revenir du côté de chez Jean-Christophe. Je te propose de remettre tes AirPods le temps que Jean-Christophe nous parle justement de cette contre-offensive d'Apple d'une certaine manière. Est-ce que ça a une chance d'aboutir à quelque chose ? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, la Cour suprême que tu cites, et tu as raison, Trump, c'est factuel, Trump a présenté hier un futur juge à la Cour suprême qui est très conservateur et qui est effectivement dans le courant de Trump. Il se trouve que Gilles parlait de l'inclusion du handicap. On se souvient de la dernière vidéo lors de la dernière keynote sur les développeurs en situation de handicap et sur Apple insistait beaucoup là-dessus. Il faut savoir que la personne qui a été nommée hier, enfin qui a été présentée hier, a rendu plusieurs jugements pour exclure des écoles américaines les élèves en situation de handicap. Donc voilà, c'est juste pour planter le décor. Ça, c'est factuel. Sur le fond, la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction américaine. Et en fait, ce qui se passe dans l'affaire qui nous occupe depuis ce week-end se fait d'abord au niveau local, c'est-à-dire des douaniers dans tel ou tel aéroport qui spécifiquement interdisent l'accès. Or, il y a eu un premier jugement à New York, mais en fait, à chaque fois qu'un immigrant s'est vu interdire l'accès dans son aéroport d'arrivée, il y a la possibilité d'intenter une action judiciaire au premier niveau localement. À New York, à Boston, à San Francisco. Et c'est ça, aujourd'hui, auquel contribue Amazon et auquel, effectivement, Apple envisage de contribuer. Il est évident que si jugement il devait y avoir, évidemment, les appels, les possibilités d'appel ne seraient pas éteintes. Et donc, on peut imaginer que le ministère de la Justice, une fois nommé par Trump, s'opposerait à ça, ferait appel et que ça irait effectivement in fine au sein de la Cour suprême et que ça pourrait être jugé en faveur de ces décisions-là. Mais là, on parle d'un processus qui durerait des mois et des années. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une bataille, comme souvent aux États-Unis, d'opinion et clairement, c'est une bataille financière. Il n'est pas dans l'intérêt de Trump que Amazon, Apple et autres, qui sont des contributeurs fiscaux extrêmement importants, disent on ne peut pas travailler sans ces gens-là et avec la mise en place de ce process-là. Donc ça sera sans doute, on peut l'espérer quand même, revu à la marge. Oui. Alors, il y a un point, juste Gilles, il y a un point intéressant dans ce que tu dis, Jean-Christophe, c'est l'aspect financier, parce que Google
Apple, Netflix aussi, je crois, ont chacun ouvert des fonds de soutien. C'est ça. Qui sont abondés. Et chez Apple, abonde à hauteur de $2 pour $1, si j'ai bien compris. Ça doit permettre de soutenir les familles qui sont affectées. Et Apple cite par exemple le cas d'un employé dont la femme est enceinte. Ses grands-parents sont à la fois canadiens et iraniens. Et à cause du décret, ils ne pourront pas venir aux États-Unis pour voir leur petit-fils à sa naissance. C'est un des exemples que Cook a cité. Oui. C'est peut-être le moins grave, parce que finalement, le plus compliqué, c'est quand même pour les employés qui doivent revenir aux États-Unis et qui ne peuvent pas. Oui, mais il y a une dame qui est morte ce que je voulais vous dire. Attends, on va revenir chez Ellie un instant. Oui. Si là vous m'entendez. Non, ce que je voulais vous dire, et je ne veux pas qu'on passe l'émission à faire de la polémique là-dessus, hein. C'est simplement que le problème, effectivement, se pose maintenant. Je pense qu'avant tout, cette équipe, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, ils comprennent très bien le côté financier de la chose. Peut-être que c'est quelque chose qui va se régler assez vite, j'en sais rien, moi je ne travaille pas là-dedans, hein. Je ne suis pas américain et je ne connais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais peut-être que ça va se régler assez vite et que dans 2-3 émissions, on se dira qu'on a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, ce qui n'enlèvera pas le problème de fond. Mais de notre côté, c'était juste, je voulais réagir et ça n'a aucune autre importance, c'est de dire que la nomination de ce juge à la Cour suprême, il se trouve qu'il y a un juge qui est décédé l'année dernière, qui avait été nommé par Obama, Scalia. Il se trouve que le juge qui a été nommé hier était quelqu'un d'extrêmement proche, quelqu'un qui, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il allait suivre dans la ligne droite de ce qu'avait fait Scalia. Et donc, on ne lui fait pas un procès d'intention à 3 heures de sa nomination avant de savoir ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Et en plus, d'accord. Il y a ce qu'il a fait aussi. Je voudrais compléter ce que disait Jean-Christophe, c'est que la Cour suprême, c'est l'équivalent un mélange de Conseil constitutionnel et de Conseil d'État. Et de... Oui, pour tout ce qui est administratif, et de Cour de cassation. Donc c'est quelque chose, ou éventuellement de la Cour européenne des droits de l'homme. C'était quelque chose qui arrive vraiment en dernière instance, quand tous les échelons locaux ont été épuisés. Et il y a également vraisemblablement l'équivalent des procédures qui vont être mises en place. Ça sera le référé, c'est-à-dire pouvoir entrer immédiatement sur le... Gilles, mais à ce stade-là, il y en a 9, hein, la Cour suprême américaine. Ce sont des grands sages. On pourrait le comparer en France peut-être à des gens du Conseil constitutionnel, même si ce n'est pas la même fonction. Ouais. Ce sont des grands sages. Et il faut vous rappeler que ce mec-là, qui était déjà à la 10e cour d'appel, avait été nommé à l'unanimité par tous les, je ne sais pas qui élit ces juges-là, mais démocrates et républicains, tout le monde à l'unanimité a dit c'est un mec fantastique. Et du jour au lendemain, les mêmes personnes qui l'ont nommé disent c'est la catastrophe, c'est un drame, etc. Donc, je ne dis pas vous, ce que j'ai écouté sur la télé américaine, si jamais vous respirez ou si vous mangez des aliments, vous ne devriez pas avoir voté pour lui. J'ai entendu ça à la télé américaine. Hein, donc, bon, allez, je vais tous vous mettre d'accord. On va arrêter sur Trump, mais quand même. Est-ce qu'on peut juste... Attends, pardon. Un dernier point sur l'économie. Un point. Un dernier point, Jean-Christophe. Alors, mais vraiment pour te faire plaisir. Scalia n'a pas du tout été nommé par Obama, il a été nommé par Reagan, et c'est un des juges les plus conservateurs, c'est-à-dire les plus anti-liberté que la Cour suprême ait connue. Donc que le jeune qui était pressenti hier soit un digne héritier de Scalia, c'est pas une bonne chose. Bon. Merci Jean-Christophe. Point de vue de l'économie, il y a bien sûr que la force de frappe économique et financière des gros contributeurs des multinationales américaines et de la Silicon Valley peut peser, mais en même temps, ils sont également demandeurs d'un assouplissement de la règle, des règles fiscales qui les obligent à
enfin qui les force à garder leurs avoirs à l'étranger, faute de quoi ils seront taxés beaucoup plus fortement que sur les bénéfices réalisés. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, Gilles. Oui, mais c'est un élément de négociation, si tu veux. D'accord. Bon. On en reparlera peut-être, mais c'est vrai que voilà, il me semblait difficile d'éviter le sujet Trump, pas pour Trump, mais parce qu'il a des conséquences dans la Silicon Valley et chez Apple. On n'est pas du tout une émission politique, vous l'avez compris. D'ailleurs, on va prendre un petit peu l'air. Je vous propose qu'on passe quelques secondes avec des très belles images qui ont quelques heures. C'est un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière, il me semble. Hein. On voulait savoir où ça en était. Et bien justement, le campus Apple, ça en est là. C'est pas des images de synthèse, hein. Tu nous disais, Ellie, que c'était très avancé. C'est l'anneau, en tout cas, le cœur est très avancé apparemment. Là, on est dans des zones encore à finir, mais regarde, c'est... Le gros œuvre est pratiquement fini, ce qu'on disait la semaine dernière. Et les panneaux solaires, 70% d'entre eux sont installés. On commence à planter des arbres. Ouais. On dirait que ça avance vraiment pas mal. Ça, c'est le bâtiment de la R&D. Donc ça va être un des bâtiments les plus sécurisés, j'imagine. D'ailleurs, il est à l'écart donc de l'anneau, hein, apparemment. Oui. Bon voilà, je voulais vous montrer ces images et qu'on en profite ensemble pour respirer un petit peu et faire une petite transition. T'as toujours pas ton invitation, Ellie? Non. Bon, écoute, j'essaye quand même. C'est pas encore complètement foutu. On compte sur toi pour être notre envoyé spécial dans quelques semaines à Cupertino pour l'inauguration de ce nouveau campus d'Apple. On va enchaîner sur l'actu. D'abord, je voudrais quand même vous dire bonjour et bonsoir à vous qui êtes avec nous comme très très souvent le mercredi soir désormais. Vous êtes là sur le fil Twitter. Vous êtes aussi là avec nous sur Facebook Live. Et puis évidemment, vous regardez Watch sur les box, sur le site de Watch et sur Dailymotion. Voilà, je vais pas pouvoir saluer tout le monde, mais Fabien, François est là, Shinji, Eric V qui était là l'autre jour avec nous dans Andromaque, qui était venu du Luxembourg, c'était très sympa. JJ, Stoff, Céline, Thibaut, voilà, les prénoms dont on a l'habitude sont au rendez-vous. J'avais fait une petite erreur de hashtag tout à l'heure, c'était évidemment pas Cinéwatch, parce que Cinéwatch revient ce soir en direct à 22h. Le hashtag c'est bien iWeekTV. Et on va embrayer sur le reste de l'actu Apple si vous le voulez bien, les amis. On va commencer peut-être par un brevet. Une question. Oui, ah oui. Après les belles images de Campus 2, j'ai une question que je me pose depuis plusieurs jours et on s'amuse assez régulièrement avec Gilles sur le sujet qui pense que Campus 2 va amener la cohésion, qui va nous amener des produits magnifiques. Comment est-ce qu'on va d'un point à l'autre du cercle? Il n'y a pas de pont. On passe à l'intérieur. Et voilà, et bravo à Mathieu Roberts pour les images, hein, en passant. On passe à l'intérieur, et c'est le cœur d'ailleurs du concept. C'est ce qu'avait voulu Steve Jobs quand il a présenté au
au conseil d'administration, au conseil municipal de Cupertino, on s'en souvient. Le centre de ce cercle est là comme une agora pour que les gens puissent se rencontrer et discuter, ce qui laisse un petit peu rêveur quand on connaît le culte du secret et la paranoïa qui pouvait régner sur le campus 1, si j'ose dire, Ouais. où les gens à l'intérieur des équipes, d'une équipe à l'autre, ne pouvaient pas évoquer les projets sur lesquels ils étaient en train de travailler. Bon, Mais ça a changé, tu Ça veut sais, dire que si par ton bureau rapport au est là plan original. et que tu veux aller là, il faut faire tout le tour. Non, tu Il passes faut par le traverser centre. par le milieu. Il faut traverser par le jardin, en fait. Et C'est ça, par d'accord. rapport au premier plan qui avait été déposé à la mairie de Cupertino, que j'ai, je les avais archivés de l'époque, en fait, la R&D faisait partie du cercle. Et ce que vous avez montré tout à l'heure, ce bâtiment rectangulaire de Ouais. R&D devait être des parkings. Et en fait, finalement, ils ont décidé, Tim Cook, puisque à l'époque c'était Steve Jobs, Tim Cook a décidé que la R&D, il Serait à fallait part. l'écarter un peu. Oui. Donc pas de rencontre sous les arbres. c'est Les dommage. jours de pluie, ça va être chaud de passer d'un endroit à l'autre du campus. Parce que c'est immense. Bon, hein. il pleut pas souvent. Oui. C'est immense. T'as intérêt à prendre tes précautions quand t'as un meeting. Hein. C'est ça. Ah non, je pense qu'on parle beaucoup du projet Titan et en fait, ça va aboutir à des trottinettes pour circuler dans le campus 2. Ah, c'est sûr, il y aura quelque chose comme ça. Bon, voilà, on a pris un petit peu l'air. On revient à la réalité de l'actu. Et Gilles, tu nous as pointé du doigt un brevet déposé par Apple. Oups, c'est pas ça, je vais vous le montrer après. Oui. Un brevet qui concerne la réalité augmentée, un sujet dont on a beaucoup déjà parlé ici dans iWeek, mais sur lequel on est en stand-by. Oui, j'avoue que j'ai un petit peu. Tu te souviens, j'ai c'est quand un même. petit peu oublié Hein, tu nous as pointé Oui. du doigt ce Merci brevet. Oui. de me rafraîchir la mémoire. En fait, c'est quelque chose qui renvoie à l'iPod, en fait, et à l'iPod Touch qui avait fait leur entrée au musée et qui avait permis de servir d'accompagnement et d'audio-description pour les œuvres dans un certain nombre de musées qui étaient pilotes. Là, c'est ce concept-là qui est repris. On peut rajouter des éléments contextuels en fonction de l'endroit où se trouve le possesseur du device et on peut agrémenter la visite. C'est dans ce sens-là que le brevet est argumenté. Bon, on va suivre le sujet. Hein. C'est pas très concret encore, mais voilà, on a une petite idée de ce à quoi ça pourra peut-être servir un jour. Vos réactions sur Twitter sur le campus Apple, oui, c'est vrai qu'il va falloir courir pour faire le tour. Hein. C'est Shinji qui nous dit ça. Voilà, on a beaucoup de bonjours. Vous avez trouvé que le début était un peu long. Bah voilà, vous avez raison. On a peut-être trop fait sur Trump. Voilà, ça ne nous arrivera pas toutes les semaines. On espère, parce que ce serait quand même une très mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il a juste voulu marquer le coup pour sa première semaine à la Maison Blanche et qu'il va un petit peu se calmer. Ce serait pas mal. On va quand même revenir sur les résultats annoncés hier soir pour le premier... non, pas pour le premier trimestre, pour le dernier trimestre, calendaire, on va dire, de 2016. Et premier fiscal. Ouais, c'est un bon trimestre. C'est un très bon trimestre. Trimestre record à nouveau. À nouveau, au niveau des revenus et des revenus du Mac, des revenus, c'est un anglicisme, c'est-à-dire des bénéfices. Non, je dis une bêtise. Non, je parle du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Et chiffre d'affaires à 78 milliards. 78 milliards. 78 milliards de dollars en 3 mois. Oui, mais surtout 18 milliards de bénéfices. C'est ça. 18 milliards. C'est moins que prévu en bénéfices. Mais c'est énorme. Non, mais aucune boîte ne gagne autant d'argent en 3 mois. Non.
Oui. Et puis, le chiffre que tous les analystes ont retenu, c'est là où on attendait Apple, 78 millions d'iPhone vendus en un trimestre. 78 millions. Ce qui fait que, quand on regarde le graphique, l'iPhone représente 69% des revenus Apple du trimestre. 69. C'est énorme. Alors, j'essaye de l'afficher. Le temps que j'arrive à l'afficher, tu peux continuer à nous en parler. Oui, oui. Alors, ce qui est important, le chiffre en soi, évidemment, est marquant, mais il y a tout de suite une comparaison qui est faite avec Samsung. Le Mac. Ah oui. Avec pardon. Samsung. Oui. Et ces Apple est 78 passé millions sont légèrement devant les 77, quelque chose de Samsung, ce qui fait qu'Apple redevient Ils redeviennent premier, oui. le numéro 1 mondial des smartphones. Absolument. C'est ça. Mais Est-ce que c'est le il graphique faut que tu pas, voulais voir, Ellie? non, c'est celui qui est juste en dessous. Alors, Quand tu descends un tout petit peu dans la page, le camembert magique, celui-là, parce qu'en fait, là, on reste chez Apple. Après, on pourra parler de Samsung, mais 69% l'iPhone, mais comparez ça au Mac, 9%. Ben oui. Le Mac ne représente quasiment plus rien. L'iPad, 7%, décevant. Les services, on parlera après des services, parce Ouais. qu'Apple a des tas de projets pour les services, et reste, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais voilà, en fait, 9% le Mac, ça représente plus rien. Et ça, je sais c'est pas si inquiétant. c'est pas dangereux. C'est inquiétant, ça. Non, Ah, mais oui. Ah, bah Ah, si, moi, ça m'inquiète. Non. Pourquoi non, Gilles? Pourquoi c'est pas parce inquiétant? que les produits vivent et meurent et ils sont remplacés. Il y a toute l'intelligence macOS 10 vit maintenant est passée du Mac à l'iPhone et comment dire, il continue à vivre sa vie. L'encombrement. Oui, mais est-ce que En la 2010, quantité... Est-ce que la quantité d'énergie qu'Apple et de recherche et développement qu'Apple met dans le Mac est justifiée par la part de marché, enfin la part Oui. du Mac dans le chiffre d'affaires? Oui, parce que si Bah, tu c'est veux, pas évident, hein. on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Si tu veux, on en parlera aussi sur le volet des services, mais c'est vieux comme Steve Ballmer en train de s'époumoner devant la conférence des développeurs de Microsoft en tapant dans les mains en disant developers, 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 developers. Et si Apple veut continuer à vendre des iPhones, des iPads et demain des Apple Watch et tout ce que tu voudrais, des Apple TV, il faut qu'il y ait une communauté de développeurs qui soit vivace, créative. Et pour l'instant... Oui, mais les développeurs, ils dans sont les- sur iOS maintenant, majoritairement. Non, mais si tu veux développer il y a- une application, si tu veux développer une application aujourd'hui, tu as besoin d'un Mac pour le faire, un Macintosh. Ah oui, mais enfin, si le Mac se limite au Mac dont ont besoin les développeurs pour développer des applis iOS, tu comprends? C'est François dit Apple est mort ou pas? Apple est pas mort, mais Non. le Mac, enfin moi Non. je suis inquiet de la part du Mac qui descend. Non, Oui, parce moi, je suis qu'elle a très Ce qui continué, est clair, c'est qu'on le n'a chiffre pas d'affaires besoin. continue à augmenter sur le Mac. Attends, on va aller voir Ellie. Oui. Ellie par là. Voilà. Allez. Moi, le truc qui m'inquiète, c'est juste Ouais, que là. 69% l'iPhone. Ça veut dire que ça dépend d'un produit. On ne parle pas d'iOS, on parle de l'iPhone. Si jamais Apple a un problème, un antenna gate à nouveau, s'il rate l'iPhone 8, s'il y a un problème je sais pas, de batterie, d'écran, etc., 69%, ça veut dire que ça peut tuer une boîte. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça fait quand même 36 ans que je gère une boîte. Si je dépendais à 70% d'un client, d'une société, c'est la mort, c'est trop dépendant. Mais non, tu dis toi-même Ah. qu'il y avait 78 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre et je ne sais plus combien de milliards de bénéfices, 15 milliards. S'il y a un fléchissement sur le produit qui est l'iPhone, il reste quand même de quoi faire. C'était exactement le même procès qu'on faisait Apple du temps de l'iPod.
où il a représenté. Mais c'est pas un plus de la procès, moitié. Gilles, c'est pas un procès, c'est une crainte, C'est je une pense, inquiétude. qui est assez Une crainte, légitime. oui. Du temps de l'iPod, c'était exactement la même crainte et le talon d'Achille qui était identifié chez Apple. Comment dire, il y a toujours ce qu'on appelle une vache à lait dans une. Non, mais là, c'est plus une vache à lait. Enfin, oui, mais. Si, c'est celle qui fait Et vivre surtout, le. Mais une boîte est principalement constamment en train la boîte. d'optimiser ses dépenses, ses revenus. Pardon, j'ai pas J'ose pas entendu. imaginer, je n'ose pas imaginer le coût de R&D pour macOS et pour les gammes Mac pour générer 7% du chiffre d'affaires total. Oui, mais 7% de 15 milliards, enfin de. Mais peu de importe, ce serait 78 milliards, 7% de 10 euros, serait pareil. Ah oui. ça fait rien. C'est une petite part d'un gâteau qui est énorme. Ça T'en fait penses quand quoi, même Jean-Christophe, une toi? grosse part du gâteau. alors, j'en pense plusieurs choses. D'abord, j'ai suffisamment critiqué Apple ici au cours des derniers mois pour dire que ces chiffres font vraiment plaisir, et notamment moi qui utilise tous les jours un iPhone 7 Plus, j'étais pas ébouriffé par le changement depuis l'iPhone 6. Voir qu'ils arrivent à en vendre autant, c'est un très bon signal en termes de popularité du téléphone et du fait qu'effectivement, même des changements incrémentaux suffisent à intéresser les gens. Ensuite, sur le Mac en tant que tel, je partage complètement ton avis, Benjamin, et Gilles a raison de dire on aura toujours besoin, vous vous souvenez de l'analogie Mac égale camion de Steve Jobs, on aura toujours besoin d'un Mac pour développer, mais aujourd'hui, il y a MacBook, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Pro, ça existe encore, et iMac. Il n'y a pas besoin de 5 Mac différents simplement pour développer des applications iOS. Donc si effectivement c'est le seul usage du Mac, c'est un vrai problème. C'est pas le seul. Par mais- ailleurs, non, mais c'est celui que tu mettais en avant, et tu as raison. Le succès de l'iPhone vient de l'écosystème iOS qui est nourri par les apps qui sont développées sur Mac. Mais sauf que effectivement, si on considère que les Macs sont des machines à écrire ou des machines de développement, ça fait pas l'eau. Maintenant, le paradoxe dans tout ça, c'est que Apple n'a pas d'autres machines professionnelles. On n'a pas parlé du tassement, pour pas dire de l'effondrement de l'iPad. L'iPad était censé, à sa naissance, être le chaînon manquant entre le MacBook Air et l'iPhone. Aujourd'hui, on voit bien, et moi, ça me rend perplexe parce que j'utilise un iPad Pro tous les jours. J'adore cette machine, j'utilise plus Mais Jean-Christophe, MacBook Air sauf pour Skyper avec vous. est-ce que c'est pas lié à l'augmentation de la taille d'écran de l'iPhone qui finalement devient tellement grand que certains se demandent à assez juste titre, est-ce que finalement ça vaut la peine d'avoir un iPad en plus d'un iPhone, surtout si on a un iPhone 7 Plus par exemple, qui est vraiment grand quand même? C'est possible. Alors, je ne sais pas si on est nombreux dans ce cas. Moi, il se trouve que j'ai un iPhone 7 Plus et les 3 tailles d'iPad que j'utilise tous les jours pour des usages différents. Donc, je pense qu'on n'est pas nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pardon, Élie? Non, je disais privilégié. Ouais. Enfin, bref. Mais le point, c'est que Apple n'a pas... L'iPhone a 10 ans, et Apple n'a toujours pas trouvé le produit. Quand Gilles parlait de l'iPod, il se trouve que l'iPhone a remplacé l'iPod. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va remplacer l'iPhone. Donc je partage tes craintes de dire si aujourd'hui c'est un meilleur téléphone que l'iPhone. Ah oui, l'iPhone. On ne sait pas ce qui va remplacer l'iPhone? Bah oui. Bah aujourd'hui. Pour revenir à notre mais on ne sait pas ce qui va remplacer l'iPad non plus. Non. Non, mais... Si. Quel sera le prochain relais de croissance? C'est quoi, c'est l'iPhone? Non, il va y avoir des nouveaux iPads dans pas longtemps, mais ça reste des iPads, ils seront plus beaux, avec un écran plus grand, peut-être plus rapide, mais ça restera basiquement un iPad, ça ne sera pas des trucs holographiques implantés dans le cerveau. Non, sinon, juste un dernier point, on n'est pas en train de dire qu'Apple va couler demain matin, mais n'oubliez surtout pas qu'Apple est une boîte de plus en plus gérée par ses actionnaires et à qui elle doit faire plaisir. Vous imaginez, il y a un trimestre, Apple annonce que les ventes ont baissé de 60%.
Non mais même pas 2 minutes ils tiennent. Hein. Ils virent l'ensemble du conseil d'administration et le reste. Je dis pas que ça baisserait comme ça, mais c'est juste que c'est dangereux. C'est sûr. On se focalise trop sur la technologie. Ouais. On a deux messages sur Jean-Christophe a donné. On a 2 messages sur Twitter d'Akael d'ailleurs qui est un revenant, hein, et on l'avait pas vu depuis longtemps, c'est sympa d'être là, et de Shinji qui nous disent voilà, un iPhone 7 Plus dispense clairement de l'usage d'un iPad. J'ai délaissé mes iPads avec le 6 Plus à l'époque, et Shinji nous dit j'ai un 7 Plus et je n'utilise plus mon iPad. Donc voilà, il y a peut-être un petit peu de cannibalisation interne. Des usages, mais il y a 2 choses par rapport à l'iPad, c'est que les cycles, comme on l'a connu avec le Mac, les cycles de renouvellement s'allongent par rapport au reste de l'industrie. Pour le Mac, oui. Aussi. Pour le Mac, pas forcément pour la gamme pour mobile. L'iPad aussi. Pour l'iPad aussi, les gens les renouvellent beaucoup plus lentement que... Ah, tu parles des gens. Je croyais que tu parlais d'Apple, ok. Non, comment dire, c'est à ce niveau-là que se jouent les parts de marché. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. L'iPad, oui, ça dépend le marché des tablettes. Ce trimestre-ci, les ventes d'iPad sont remontées. Ah bon? Non, elles ont encore baissé. Non, le panier parce que les iPads sont plus chers, mais les ventes en unité ont baissé. C'est ça. Voilà, mais le chiffre d'affaires, et c'est là où je voulais en venir, ils se battent sur les segments de marché des tablettes où ils se battent, où ils sont présents. Ils ont des chiffres de vente qui sont absolument, c'est de l'ordre de 70 ou 80% de part de marché. Donc, comme d'habitude, ils s'attaquent aux segments de marché les plus rentables. Et c'est là où ils sont les plus compétitifs. C'est la même chose pour le marché chinois, où ils ont baissé, j'ai l'impression. Mais en ce qui concerne l'iPhone, justement, Gilles, regarde. Sur l'iPhone, je voulais vous montrer ce tableau parce qu'il est intéressant. On en parlait tout à l'heure. Il faut regarder la 3e colonne, hein, celle du 4e trimestre 2016. On le voit, Apple a vendu en millions de téléphones légèrement plus que Samsung. Oui, et en Chine, le téléphone pour le modèle d'iPhone qui s'est le plus vendu, c'est l'iPhone 7 et 7 Plus. Ce sont les modèles les plus chers. Alors je parlais pas de la Chine, je parlais globalement là, je parlais pas de la Chine, là c'est worldwide, hein. Oui. Il y a un point. C'est juste pour parler des positions globales des autres qui sont quand même en train de bouger. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a la super performance d'Apple avec l'iPhone 7 et ensuite la contre-performance de Samsung avec le Galaxy Note 7 qui était son modèle. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait marché? Parce que franchement. C'est exactement ça. C'est le vrai problème. Regarde les chiffres, Gilles. Apple légèrement. ils sont quand même en part de marché. Alors ils sont 0,1% derrière Apple. Oui, mais on est en volume toujours. On est en volume. Trimestre après trimestre, les modèles d'Apple sont ceux qui se vendent le plus. Et on en avait parlé du problème de Samsung qui se retrouve au milieu de la serpillière, complètement essoré entre Apple, qui était sur le haut de gamme, d'une part, et les Chinois, qui étaient sur l'entrée de gamme et qui montaient de plus en plus. Samsung qui souffrait au niveau de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, parce qu'ils avaient de plus en plus de difficultés à trouver leur place sur ce marché. Ils font du volume, mais ils ne gagnent pas d'argent. Apple siphonne pratiquement 80% des revenus du marché de la téléphonie mondiale. 92.
92. 92. Ouais. Bon, voilà. Vous avez autre chose à dire sur les résultats d'Apple ou on a dit l'essentiel pour vous? Le Mac. C'est-à-dire les services. Eli a très justement souligné les ambitions d'Apple sur le service. Là aussi, on est sur du très très long terme. Oui, pour la première fois, Tim Cook a fait des prévisions à 4 ans. Alors qu'en général, il se contente de prévisions à 3 mois. Non, mais là, ils ont bien marqué un horizon dans la mesure... Mais ça date de 2002, avec l'introduction de Point Mac par Steve. C'est à ce niveau-là que comment dire, non, mais ça a commencé comme ça. Mais a été donnée. En 2002, on téléchargeait à 64 kilobits seconde, quoi. Oui, et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah oui. C'est ensuite, avec l'iPod, l'iTunes et l'iTunes Music Store, que la mayonnaise a commencé à prendre, parce que les débits augmentaient et que l'iPod était chargé plus rapidement avec le FireWire. Il nous reste quelque chose qui est... Oui. Il nous reste 7 minutes. On essaie de se faire 3 news. Allez. En gardant à l'esprit vos messages. Beaucoup de messages sur effectivement l'iPhone 7 Plus. Et vous êtes tous d'accord pour dire que ça vous dissuade soit d'acheter, soit d'utiliser l'iPad que vous avez déjà. Donc il y a une vraie concurrence apparemment au niveau en tout cas des tailles d'écran et des usages. Ce que dit Tim Cook, c'est qu'il préfère que les gens dépensent leur argent chez Apple, soit sur l'iPhone, soit sur l'iPad, plutôt que d'aller prendre un produit chez les concurrents. Bon, c'est vrai, vaut mieux dépenser à la maison et jouer à domicile, c'est toujours mieux, c'est sûr. Une évolution du côté d'iOS, alors ça concerne plutôt les développeurs, mais ça a sans doute un impact pour les utilisateurs, c'est la fin des applis 32 bits sous iOS avec la prochaine mise à jour, la 10.3. Est-ce que Jean-Christophe ou Elie, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Eh ben, je veux bien parler. Ah, merci Jean-Christophe. Je sais que Apple périodiquement fait le ménage en fait dans les applications obsolètes. Et on sait aussi que, alors je parle sous le contrôle d'Elie, c'est l'iPhone 5S qui était le premier téléphone à embarquer un processeur 64 bits. 64 bits, c'est une notion d'adressage, ça utilise plus de mémoire et ça fait très schématiquement des applications plus rapides. Le changement qui semble s'annoncer vers le tout 64 bits a deux avantages. D'abord, la concurrence Android a eu du mal, enfin les processeurs Snapdragon sont pas tous 64 bits. La concurrence Android a du mal à adopter ce nouveau format, premier point. Deuxième point, ça permet justement de faire le ménage et d'avoir des applications toujours mieux maintenues et qui répondent justement aux standards actuels et aux évolutions, notamment avec le langage Swift, les évolutions d'Apple. Donc c'est une manière pour Apple de dire à ses développeurs garder le train en marche et de dire à ses utilisateurs achetez des nouveaux téléphones si vous voulez profiter des toutes dernières applications. Voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui vont râler parce que tous les iPhone 5, 4S, 4, après c'est trop vieux, mais ils vont râler parce que du coup ils n'auront pas accès à ces applications-là. Donc c'est 5S, donc toutes les machines avec Touch ID et au-delà, oui, pourront continuer à évoluer. Les autres, il faudra les changer. On va y revenir, on y reviendra quand la 10.3 sera dispo. Une autre actu qui est un petit peu high level, qui concerne en fait une partie du site d'Apple qui permettait de vérifier le verrouillage d'activation de certains appareils. Apparemment, c'est un service technique d'Apple qui a été utilisé à contrario comme une faille de sécurité en fait. Est-ce que l'un de vous a compris ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même assez nébuleux pour moi. Moi, ce que j'en ai retenu, et après les autres pourront compléter,
c'est que c'est quelque chose qu'Apple proposait depuis un moment, mais qu'on n'avait pas forcément remarqué sur leur site, et qui permettait à quelqu'un, avant de pouvoir acheter un iPhone d'occasion, de vérifier que cet iPhone n'était pas SIM-locké. Parce que bon, vous allez acheter un produit sur le Bon Coin ou sur eBay, etc. Vous achetez l'iPhone et l'iPhone est SIM-locké. Ben, vous êtes un peu embêté, surtout s'il est SIM-locké d'un opérateur étranger, vous êtes très embêté. Donc ça permettait, c'était une garantie pour l'acheteur que l'iPhone n'était pas... Ouais, Jean-Christophe Pardon, mais Vas-y. c'est pas ça. C'est ce que tu as écrit dans le conducteur, mais je pense qu'il y a une erreur. Un iPhone, quand on l'achète, quand il est neuf, on le lance, il demande soit de se connecter à Internet, soit d'installer iTunes, parce que il y a une vérification sur les serveurs d'Apple pour vérifier que le téléphone n'est pas enregistré avec un compte Apple ID précédent. Et donc, mais ça n'a pas sauté, ça c'est pareil. Libre de droit. Ça c'est resté. Et en fait, non, ce que permettait ce site, c'était de vérifier si le verrouillage utilisateur, ça n'a pas de rapport avec la carte SIM, si le verrouillage utilisateur était présent ou non. Parce que l'idée, c'est que si, quand vous achetez un iPhone, le verrouillage utilisateur est présent, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'il ait été volé. Normalement, quand on vous vend un téléphone, on vous le vend vierge. Or, ce site était utilisé par des hackers pour déterminer des numéros de série d'iPhone enregistrés ou non. C'est ce qui a été, mais oui, comme bien souvent, les journalistes n'entrent pas dans les détails parce que ils veulent pas communiquer sur la faille de sécurité qui pourrait être utilisée par d'autres. D'accord. Mais on suppose, ce service était extrêmement pratique quand on achetait un iPhone d'occasion. Donc, on se demande pourquoi Apple l'a fermé, et on suppose qu'ils l'ont fermé justement parce que pour l'instant, c'était une faille de sécurité. Il est probable, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, qu'ils planchent sur une autre solution similaire parce que effectivement, c'est un produit et c'est une information extrêmement importante pour pas acheter un iPhone tombé du camion. Ok, il nous reste vraiment 30 secondes. Je voudrais, Élie, que tu nous dises un mot de cette news vers laquelle tu nous as orienté. En gros des séries produites par Apple mais qui seraient dispo sur Apple Music. Alors là on n'y comprend rien. Ben oui, c'est absolument étonnant et c'est Tim Cook qui l'a dit. Donc Apple, on savait qu'ils travaillaient sur des séries, qu'ils allaient produire des séries qui arrivaient à la fin de l'année. Et donc on pensait tout naturellement que ces séries seraient disponibles en téléchargement ou en location sur iTunes. Eh bien non, donc Apple a décidé que pour pouvoir regarder ces séries sur lesquelles ils ont investi puisqu'ils les produisent, seront disponibles uniquement si vous êtes abonné à Apple Music. Donc ce qu'on se dit c'est ok, Apple veut vendre Apple Music, ils ont besoin d'abonnés, donc ils poussent, mais de notre côté, s'abonner à Apple Music pour regarder des séries télé, c'est illogique. Ben oui. Alors, pourquoi c'est un service global. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, on n'aura pas le temps de faire le débat aujourd'hui. Vous savez quoi ? On en reparlera la semaine prochaine. On a plein d'autres sujets encore dans le conducteur. Vous serez là avec nous, on espère. Merci à tous les trois d'avoir été là. Bonne bataille contre le rhume, la grippe, etc. Élie. À très bientôt. Salut aussi à toi, Gilles, du côté du Béarn. C'est ça, Pau, ça s'appelle. Exactement, de Pau. Et puis salut à toi, Jean-Christophe, à San Francisco. Merci d'avoir été avec nous dans iWeek. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h en direct, pour le 12e numéro d'iWeek saison 4. Salut à tous.